Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, Canal 573, et en France sur Free, Canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité en Afrique et dans le monde. 11 avril 2026, c'était à bord d'un navire de croisière. Le Hondius, c'est son nom, parti de l'Argentine et naviguant dans l'Atlantique Sud, cabine 314. Un passager sud-africain, âgé de 70 ans, est pris d'une forte fièvre. En tout cas, une fièvre plus intense que celle qu'il avait eue la veille. Puis, s'ensuivent de violentes difficultés respiratoires. Et il s'écroule. Son épouse, de 66 ans, allongée à ses côtés, appelle affolé un médecin à bord. Avant même que le médecin ne le prenne en charge, il décède. Le navire continue sa croisière devenue meurtrière en attendant d'être accepté dans un port. 13 jours plus tard, la veuve sud-africaine s'envole pour l'Afrique du Sud avec dans la soute la dépouille de son époux. Arrivée à l'aéroport de Johannesburg, avant même qu'elle ne récupère le corps de son époux, elle s'écroule à son tour. Plusieurs passagers dans l'enceinte de l'aéroport se précipitent vers elle pour lui porter assistance. Elle sera transportée à l'hôpital Charlotte Maseka de Johannesburg, où elle se décédera 2 jours plus tard. L'auteur de ce double drame est un virus. Antivirus, c'est son nom, mais le virus indélicat n'a pas fait que ces 2 victimes. Entre-temps, c'était le 8 avril, une passagère allemande décède à son tour. Le navire finit par être accepté dans un port espagnol. Plusieurs de ses occupants présentent des symptômes similaires à ceux présentés par les victimes. Entre-temps, Tedros Ghebreyesus, le directeur de l'OMS, met en alerte les États membres de son organisation. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle pandémie? Si oui, la menace vaut-elle pour l'Afrique? Quelles sont les origines, la létalité et la transmissibilité de ce virus? À quoi s'attendre dans les semaines et mois à venir? 4 grands médecins de la diaspora avec moi pour en parler. Professeur Aimé Boni, vous êtes maintenant un habitué de mon émission. Vous êtes professeur de médecine, médecin des hôpitaux de France. Vous pratiquez de temps en temps, bien sûr, la médecine dans votre pays, le Cameroun, où vous enseignez à l'université de Douala. Président fondateur de l'Association panafricaine de rythmologie, président fondateur également de l'Association panafricaine pour la recherche cardiovasculaire. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation pour nous dire si nous sommes à la veille d'une nouvelle pandémie. Mais c'est moi qui dois vous remercier parce que c'est un honneur que vous me faites de venir une fois de plus sur votre plateau, partager quelques connaissances avec des estimés collègues. Merci. Merci à vous. Docteur Christian Thiam, vous êtes médecin urgentiste. C'est vous qui êtes aux premières loges quand une crise de ce genre se déclenche, c'est vous qui nous prenez en charge. Vous êtes le président de Medi-Training. C'est une grande association de médecins qui partagent et qui mutualisent les compétences, les expériences et les savoirs. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette thématique. Tout le plaisir est pour moi et pour mon association d'être présent sur ce plateau et de nous exprimer sur cette nouvelle alerte qui vient de tomber et pour laquelle on doit prêter une attention particulière. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous. Docteur Hassimi Ouba. On le sait, l'Afrique a d'immenses compétences et c'est toujours une fierté pour moi de montrer combien la diaspora africaine en Europe regorge de compétences et elles sont plurielles. Vous êtes spécialiste en médecine générale, diplômé de diabétologie et de nutrition. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, M. Togbe, pour votre invitation. C'est vraiment l'occasion aussi de dire, nous qui sommes aussi en première ligne en médecine de ville, de pouvoir parler de ce thème qui aujourd'hui requiert beaucoup de questions. Des questions arrivent. On va avoir l'occasion d'en discuter avec mes éminents collègues.
Merci à vous. Edouard Betsem, un autre médecin, vous êtes infectiologue, ça tombe bien puisque c'est de ça qu'il s'agira dans cette émission. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation, de nous apporter vos éclairages de spécialistes par rapport à cette pandémie annoncée. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très honoré de partager un tel panel avec d'éminents confrères et surtout pour discuter de ce sujet pour lequel j'ai une certaine appétence. Très bien. Encore merci. Merci à vous. Commençons par l'urgentiste, qui est le médecin urgentiste et qui est avec nous. Docteur Cham, je ne suis pas infectiologue, je ne suis pas virologue, mais on peut s'interroger sur la gestion d'abord qui est faite de cette crise annoncée. Parlons d'abord de la forme. Lorsque on a un foyer de diffusion d'un virus, comme on l'a vu, qui se fait dans un endroit clos, dans un navire, donc un endroit isolé, est-ce que la méthode idéale, c'est de laisser les passagers qui ne présentent pas de symptômes rentrer chez eux, puisque, comme je viens de le dire, la veuve sud-africaine qui est partie en Afrique du Sud avec la dépouille de son époux, il y avait des passagers dans l'aéroport qui se sont précipités sur elle avant qu'elle ne décède 2 jours plus tard. Sans oublier qu'elle elle est restée dans la cabine 2 semaines après le décès de son mari, donc elle a respiré l'air de la cabine. Est-ce que, de point de vue de la gestion de crise, il fallait laisser les passagers sortir du navire et rentrer chez eux? Alors, c'est une question très intéressante. En effet, au moment où le diagnostic est fait à bord du bateau, on n'a pas encore la nature exacte du problème. Donc c'est effectivement à l'arrivée effectivement en Afrique du Sud que les Sud-Africains font effectivement le diagnostic dans le prélèvement et envoient effectivement le prélèvement dans un centre attitré, parce que c'est pas tous les laboratoires qui peuvent traiter effectivement faire ce type de diagnostic, et c'est bien après que quand ils posent ce diagnostic qu'ils émettent l'alerte. Donc, mais déjà, dans le bateau, il n'y avait pas encore les éléments pouvant faire suspecter ce type de problème, voilà, qui effectivement, et je pense, s'il y avait cette hypothèse d'emblée dans le bateau, il y aurait tout de suite été effectué une alerte générale. Mais là, c'est depuis l'Afrique du Sud qu'on a pu avoir effectivement cette alerte qui a été émise par l'Afrique du Sud. D'accord. Après l'arrivée du patient. Après l'arrivée de la patiente et de la dépouille de son mari. D'accord. Le virologue qui est avec nous, ça veut dire quoi? On partait de l'hypothèse que le Sud-Africain qui est décédé dans le navire et que le décès était un décès naturel et que entre-temps, l'Allemande, la passagère allemande aussi, qui décède dans le navire, que tout ça c'était une mort naturelle? Très probablement, et c'est ce qui reflète aussi un peu la difficulté sur un bâtiment comme un navire au grand flot. Et il faut s'interroger sur les capacités réelles qu'on peut avoir sur ce type d'établissement qui fait les croisières avec des dizaines, voire des centaines de personnes dans ce cas-là. Mais si on veut être puriste, on pourrait dire de manière très rigoureuse, selon les règlements internationaux, que quand on ne sait pas, on garde le navire à flot jusqu'à ce qu'on ait un diagnostic. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la capacité d'apporter cela en quelques jours. Et les passagers seront certainement pas contents, mais on pourrait garder un confinement sur le navire le temps de trouver... De l'incubation. Parce que faute de diagnostic, il faut être conservateur. Et c'est peut-être ce qui a légèrement manqué dans ce cas-là. Oui. Professeur Aimé Boni, parlons du virus. Qu'en savez-vous? Des spécialistes nous apprennent qu'ils ont connaissance de l'existence de ce virus depuis 30 ans. La question que nous devons aborder maintenant, c'est quelle est d'abord ses origines, quelles sont ses origines, sa létalité et comment se transmet-il ce virus? Alors, ce qu'on sait de ce virus, c'est que déjà, c'est de la famille des Hantaviridés
enfin l'espèce appelée Bounia viridé, je pense que c'est un peu ça. Et donc c'est un virus. C'est un virus qui a une présentation clinique, des manifestations un peu comme la grippe banale ou encore la Covid-19, parce qu'on fait quand même toujours aujourd'hui un petit parallèle avec la Covid-19, c'est un virus qu'on connaît déjà assez bien, mais qui a la particularité d'avoir 2 tropismes principaux. C'est-à-dire, il s'attaque dans l'organisme de l'individu quand il nous infecte. Il y a la forme qu'on appelle cardio-pulmonaire, donc ça va avoir un tropisme au niveau des poumons et puis du cœur, et entraîner par exemple des œdèmes lésionnels, donc des œdèmes pulmonaires, et puis on respire mal, on a besoin parfois d'être sous oxygénothérapie ou même peut-être avoir un appareil respiratoire pour nous aider à respirer, et qui est la forme quand même finalement la plus sévère, la plus grave. Mais il y a aussi la forme qui va plutôt avoir une présentation hémorragique, une fièvre hémorragique avec insuffisance rénale et puis hépatique. Donc ça, c'est la deuxième forme, c'est les 2 entités. Donc les poumons, le cœur d'un côté, le foie, les reins de l'autre côté. C'est ce qu'on a. À la différence de la Covid, qui a un tropisme finalement généralisé, parce que la Covid attaque tous les organes de l'humain. C'est pour ça qu'on avait des formes vraiment très variées. Vous savez, par exemple, qu'il y a des gens de la Covid qui avaient, par exemple, un problème d'odorat, ils ne sentaient pas les odeurs et autres, parce qu'il y a un tropisme au niveau du cerveau. Alors, donc, ça, on le sait. Ce qu'on sait aussi de ce virus, c'est que il n'y a qu'une seule espèce, qu'on appelle, je crois, la forme des Andes, La forme donc, S, ouais. donc qui se retrouve en Amérique du Sud, notamment, qui a une transmission d'homme à homme. C'est-à-dire que vous, une fois que vous êtes infecté, vous pouvez transmettre à un individu. Par quel mécanisme? Mais par le mécanisme, par exemple, des voies respiratoires, à peu près le même mécanisme que la COVID. Oui. Mais en général, toutes les autres espèces, on dit qu'il y a un passage obligé vers l'animal, et puis les excréments de l'animal, la salive, les sels et tous les autres produits qui sortent de l'organisme de l'animal, et que quand vous serez en contact avec, peut-être parce que vous avez toucher les excréments, une terre souillée, un liquide souillé, et donc c'est à partir de là que vous allez finalement être contacté. Donc le fait qu'il y ait une transmission finalement indirecte rend cette infection moins contagieuse que la Covid-19. D'accord. Donc le risque d'une épidémie est quand même plus contenu que s'il y avait un contact direct. Parce que cette forme-là de l'Inde, elle n'est quand même pas partout. Elle est plus localisée en Argentine et autres. Donc il y a ce problème. Et deuxième problème, ce qui fait finalement qu'on est un peu plus confortable, c'est que bien que le taux de létalité, la létalité étant le nombre de décès par rapport au nombre de cas diagnostiqués. Donc, c'est ce qui rend un peu un virus finalement méchant ou pas. C'est un virus qui est plus méchant que le Covid. Mais on a la chance. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire que surtout la forme cardio-pulmonaire, qui sévit plus en Argentine et autres, elle peut atteindre 40-50% de taux de létalité. C'est que si vous êtes atteint par ça, la probabilité de décéder quand même peut atteindre 50%. Donc, une fois sur 2, vous pouvez décéder. Mais le problème, la chance, c'est que comme il n'y a donc pas une transmission de manière générale directe d'homme à homme, donc c'est contenu, et donc on a une transmission qui est moins importante, mais si vous êtes atteint, vous avez plus de chances de décéder. Docteur Ba, Oui. quand on reste sur la forme, toujours, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l'OMS, avait-il besoin ou raison de mettre en alerte les États membres de son organisation? Oui, je pense que l'OMS était dans son rôle. À partir du moment où un cluster lui est notifié, c'est dans son rôle. Et c'est pour cela, d'ailleurs, aujourd'hui, on doit tous se battre pour que ces organismes multilatéraux restent fonctionnels et nous alertent, fassent leur rôle d'alerte. Et c'est pour cela, donc, le directeur général de l'OMS a fait cette alerte-là
pour que nous puissions en fait finalement anticiper. Parce que tout ça aussi vient de l'expérience. On a vu comment on a été finalement quelquefois un peu lent dans la réaction quand il s'agit du Covid-19. On a appris heureusement d'ailleurs, et ça permet aujourd'hui d'avoir cette alerte, de préparer finalement une réponse. On sait que, par exemple, au niveau des pays européens, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour préparer dans les hôpitaux des unités qui vont avoir de la pression à air, on va dire, ou en tout cas, on va limiter le risque infectieux. Donc, les chambres sont préparées pour pouvoir faire face à, finalement, si jamais on avait un certain nombre de cas qu'on ne pourrait pas gérer comme on fait de façon routinière. Donc... D'accord. Docteur Betsem, vous êtes virologue. Encore une fois, Docteur Cham l'a dit, c'est après le décès de la Sud-Africaine qu'on a mis en évidence effectivement ce virus. Et comme je l'ai dit, il y a une Allemande qui était décédée. Il y a un patient français qui est pris en charge en ce moment à l'hôpital Bichat à Paris, une Britannique aussi. Et puis les autres sont dans la nature, tout comme ceux qui, après coup, ont été en contact avec la Sud-Africaine et qui sont eux aussi dans la nature. Vient donc la question globale, sommes-nous à la veille d'une nouvelle pandémie? Le docteur Boni l'a dit, ce virus est plus dangereux que le virus de la Covid, a-t-il dit. Mais moins contagieux. Question tout à fait légitime. Oui. On peut comprendre, on sort de quelque chose de terrible. Oui. Qui a quasiment couvert l'intégralité de la planète. Il n'y a pas un pays où on a pu diagnostiquer la Covid. Cela dit, aussi vrai que l'hantavirus est un virus sévère dans son infectiosité, dans sa létalité lorsque vous êtes infecté au niveau individuel, il faut bien différencier ça aussi du risque collectif. Il pose très peu de risques collectifs suite à ce que mon collègue vient de dire, parce que ce n'est pas un virus qui circule, ce n'est pas un virus de l'homme, c'est un virus animal, c'est un virus zoonotique. Il ne vient pas vers nous, c'est nous qui allons vers lui. C'est nous qui allons dans la nature. C'est nous qui allons fouiller la nature. C'est nous qui allons vers les rats. C'est nous qui allons vers les rongeurs. Donc, c'est porteur naturel de ces virus-là. Chez qui encore, tous ne sont pas porteurs. D'accord. Tout rat individuel n'est pas porteur. Et encore plus, toutes les formes ne vont pas passer à l'homme, donc ne seront pas pathogènes pour l'homme. Ça rend ce virus-là très rare dans sa capacité à diffuser, et surtout ça rend la panique un tout petit peu injustifiée en l'état. Okay. Mais je peux entendre, des organismes comme l'OMS sont là pour ça, la préparation, la preparedness qu'il faut avoir, parce qu'on a du recul, parce qu'on a vu Covid, parce qu'il en existe d'autres et parce que la nature est pleine de cela. C'est notre rôle d'être prêt. Et pour être prêt, une chose est importante, diagnostiquer, trouver ce que c'est. C'est ce qui a manqué sur ce bateau, mais c'est ce que les systèmes essaient de mettre en place progressivement, notamment les moins nantis, qui ont fait beaucoup de progrès aussi dans ce sens-là, pour acquérir des capacités de diagnostic qui soient robustes. Il faut savoir ce que c'est. Il faut le savoir tôt. Le plus tôt on le sait, le plus vite on empêche les gens d'aller chez mon collègue et d'être branchés et d'être mis dans ces soins que d'ailleurs on fait de mieux en mieux aussi parce qu'on a appris. Les services sont équipés. Tout à fait. On anticipe mieux. On peut trouver de la place, etc. Donc voilà, il faut vraiment mesurer la gravité au niveau collectif qui bien sûr ne se comparera pas au fait que 3 à 5 personnes sur 10 vont décéder quand elles l'auront, contrairement à une personne sur 100 avec Covid. Donc cette gravité individuelle-là est essentielle, c'est peut-être ce qu'il faut garder, mais rester mesuré sur le collectif. Docteur Cham, le professeur Betsem le dit, c'est notre rôle d'être prêt. Il faut savoir ce que c'est. L'intérêt de cette émission avec des médecins de la diaspora, c'est de mettre en perspective cette problématique par rapport à notre continent. Avons-nous en Afrique, pour répondre aux 2 points qu'évoque le docteur Betsem, les moyens d'être prêts, les moyens de savoir ce que c'est si
effectivement, il se confirmait une forte létalité de ce virus ou même une mutation dangereuse de ce virus susceptible de renforcer sa transmissibilité? De ce que vous connaissez du continent. Si oui, pourquoi sommes-nous dans cette situation de dépendance vis-à-vis de l'extérieur? Alors, je veux déjà apporter une précision. C'est que le virus actuellement identifié n'a pas du tout muté. C'est une souche qui existe depuis très longtemps, qui est connue en Amérique du Sud, qui sévit régulièrement là-bas, qui aujourd'hui est effectivement est connue aujourd'hui, mais il faut savoir que pour qu'il y ait une transmission du virus, il faut qu'il y ait un contact effectivement avec un rongeur, effectivement. Donc c'est beaucoup plus des personnes qui vont en forêt, par exemple, ou dans des maisons abandonnées, puisqu'en fait ça se transmet essentiellement par la respiration des aérosols émanant des excréments ou des urines de rongeurs, donc qui ont élu domicile dans des endroits, la forêt, bien sûr, abandonnés. Et donc c'est comme ça qu'on peut effectivement être contaminé. Déjà d'un. Et de deux, pour de transmettre à une personne, vraiment, c'est essentiellement la souche des Landes, qui est une souche argentine, faut être clair, et qui demande à être en contact prolongé et rapproché avec une personne contaminée. D'accord. Donc c'est déjà, ça limite effectivement la transmission interhumaine. Il faut savoir que aujourd'hui, le fait d'émettre des alertes comme ça permet à chaque État de se préparer. La Covid a eu cet avantage-là de permettre aux États africains de mieux s'organiser en cas d'alerte sanitaire. Actuellement, on est mieux organisé? A permis de mieux s'organiser. De mieux s'organiser, puisque la Covid l'a permis. Je veux dire, au niveau de la réactivité par rapport aux tests, par rapport aux éléments de protection. Donc aujourd'hui, on a des éléments aujourd'hui et des process, des procédures en Afrique, donc dans les pays que je connaisse, notamment le Cameroun, où on arrive quand même effectivement à mettre en place des barrières, des process diagnostiques et maintenant des organisations qui permettent une prise en charge plus ou moins optimale. On l'a vu avec la Covid. Ça, c'est donc aujourd'hui le fait d'avoir une alerte effectivement de ce genre-là qui est tout à fait justifié. Je pense que le président de l'OMS a tout à fait raison. Permet aux différents pays africains de se préparer. Aujourd'hui, plusieurs pays, notamment plusieurs ministères de santé, ont déjà mis en place des process déjà d'alerte et de prise en charge. Donc c'est extrêmement intéressant, extrêmement important. Par contre, le diagnostic effectivement nécessite effectivement une technique particulière qui ne peut pas se faire dans tous les pays. D'accord. Donc on est un pays référent qui est la Guinée maintenant, où effectivement tous les prélèvements doivent être envoyés en Guinée. En Guinée, qu'on a fait pour tout le continent? En tout cas pour l'Afrique centrale. Voilà. Donc c'est ce qui a été mis en place, parce qu'il y a une technique spécifique qui est la PCR, qui doit se faire dans des centres attitrés, même en France. En France aujourd'hui, oui, c'est pas n'importe quel centre. C'est pas n'importe quel centre qui peut faire ce type qui peut diagnostiquer ce type de pathologie. Donc effectivement, l'idée serait, dans un premier temps, quand il y a une suspicion, ils ne suspectent pas tout le monde, c'est suspecter des patients qui ont effectivement ces symptômes-là, et le professeur Bouni l'a rappelé tout à l'heure, et qui ont été en étroit contact et prolongé avec une personne contaminée, ou qui effectivement travaillent ou ont séjourné en forêt, ou qui ont effectivement été dans une zone ou dans une maison abandonnée où il y a effectivement séjourné des rats ou des souris. Donc qui a potentiellement inhalé, n'est-ce pas,
de la poussière contenant le virus émanant des excréments ou des urines et des souris. Mais Donc, précisez-nous quelque chose, docteur, c'est très très important, vous parlez de Guinée. Ça veut dire quoi? Pour diagnostiquer, il faut faire des prélèvements et envoyer en laboratoire en Guinée? oui, c'est un laboratoire spécifique Qui est implanté en Guinée? qui est implanté en Guinée pour justement poser le diagnostic technique de ce virus. Je vais juste te permettre une petite parenthèse. Oui, parce s'il vous que, plaît. en fait, il y a un certain type de zoonose aussi qui circule dans nos pays d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle la fièvre de Lassa, qui est aussi une fièvre hémorragique et qui est dans le réservoir animal est le rongeur. Et c'est une fièvre, c'est une zoonose donc, qui est endémique de certains pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Guinée. On sait que le Nigeria aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cette expérience-là qui est acquise. Et c'est l'occasion justement d'en reparler et de se dire, voilà, ces recherches-là finalement ne bénéficiaient pas d'un grand coup de projecteur. Ça attrape, on va dire que il y a très peu de cas finalement qui sont rapportés. Du coup, ça bénéficie de très peu d'attention. Et là, c'est l'occasion aussi de dire, il faut mettre en avant les recherches qui ont été obtenues sur ces zoonoses-là et qui ont un potentiel vraiment épidémique. Le virus Ebola ne fait pas partie de... Le virus Ebola en est un, mais sauf que là, le réservoir de la fièvre Lassa, là, on est vraiment chez les rongeurs. Oui. En attendant, oui, allez-y, en attendant qu'on marque une pause. Plutôt, problème, il faut voir selon la perspective. Dans l'infrastructure, notamment de diagnostic, il y a énormément d'enjeux, comme vous le savez tous, des défis en Afrique. Mais il y a aussi un chemin incroyable à faire. Et moi, je l'ai vécu en direct depuis 2014. La grosse épidémie d'Afrique de l'Ouest, Libéria, Guinée, Sierra Leone, où l'infrastructure diagnostique a été au centre d'une stratégie africaine. Créer des laboratoires, et cela. Mais le problème avec ce type de virus-là, c'est qu'ils sont en niveau de pathogénicité 4. Les classes 4, il faut des laboratoires spéciaux qui sont sous vide parce qu'il ne faut pas qu'ils se sortent de tout cela. Et c'est très grand, les centres rares. Donc, sur le continent où l'infrastructure et même l'investissement public, on va taper tout le temps dessus et dire il faut plus d'engagement, est assez limité. Et souvent, avec du soutien de fonds extérieurs, pour créer ce type de laboratoire. Ils ne courent pas les rues. En France, il n'y en a qu'un, à Lyon. D'accord. Et dans d'autres pays, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.